Allez, 18h30 sur BFM Business, la grande interview. On va faire un petit quart d'heure tech parce qu'il y a eu une foultitude d'informations aujourd'hui dans le secteur de la tech et on s'est dit qu'on allait casser un petit peu le déroulé de cette émission pour revenir sur toutes ces actualités qui sont assez incroyables. La première d'entre elles, ça s'est passé un petit quart d'heure, 20 minutes cet après-midi après l'ouverture de Wall Street. Nvidia. On s'attendait à ce que ça arrive. Nvidia qui a donc passé la barre des 4000 milliards de dollars de capitalisation du côté de Wall Street. Jamais une entreprise n'a atteint un tel niveau de capitalisation. Et ça a été très très vite. On va rappeler ça pour Nvidia. On voulait en parler un petit peu avec nous, avec Frédéric Simotel qui va nous rejoindre dans un instant. Puis Jérôme Valut qui est avec nous en visio. Bonsoir Jérôme, bienvenue. Oui. Enseignant à Sciences Po, associé du cabinet Cassiopée. Vous aussi, comme tout le monde, vous vous attendiez, Jérôme, à voir Nvidia passer la barre des 4000. Ce qu'il faut dire, c'est que ça a été à une vitesse absolument astronomique depuis un an et demi, 2 ans maintenant. Hein. Oui, c'est même en disant, c'est incroyable. Pardon ? Allez-y, on vous écoute, Jérôme. Oui, je dis en disant, c'est incroyable. Mais est-ce que c'est Nvidia qui est valorisé ou est-ce que c'est un marché qui valoriserait l'intelligence artificielle, l'infrastructure de l'intelligence artificielle? Parce que les deux entreprises qui sont derrière, ASML qui fabrique les machines et TSMC à Taïwan, grimpent pas de la même manière du tout. Oui. Donc pour vous, c'est un peu faute de concurrence, c'est un petit peu l'idée finalement. Oui, j'ai l'impression qu'en fait Nvidia est le porte-parole de l'intelligence artificielle, en particulier de tout ce qui concerne les sujets de l'intelligence générative. Frédéric Simotel nous a rejoint. Bonsoir Frédéric. Oui, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on va redire. C'est Nvidia est là, quasiment 4 milliards. On est repassé un petit peu en dessous en ce moment où on se parle, mais c'est un peu faute de concurrents finalement. Il y a plusieurs choses. La première chose, un leadership technologique qui ne se dément pas. Rappelez-vous, une entreprise qui démarre dans le jeu vidéo, qui se perd un peu à un moment, qui a failli. L'action coûtait plus rien il y a 15 ans. Nvidia, il fallait y croire. Ils se sont revenus un peu sur la crypto et puis un jour ils ont commencé à faire davantage des processeurs de calcul avec du calcul parallèle pour les jeux vidéo et un jour c'est ce qu'a dit Jensen Huang quand il avait avec François Sorel dans Tech & Co dans l'interview exclusive donnée pendant Vivatech. Il a dit puis un jour je me suis dit mais tiens ça pourrait servir pour des calculs massifs de données et puis voilà et c'est parti sur l'IA et aujourd'hui ils ont ce leadership technologique donc au niveau de la conception des puces encore une fois ce n'est pas eux qui les fabriquent ils designent et ensuite on confie ça à des TSMC mais ils ont aussi toute la partie logicielle toute la couche logicielle aussi qu'on appelle, alors c'est CUDA pour ceux qui, pour les spécialistes, et toute cette partie-là qui permet un peu de rediriger les processeurs vers les bonnes tâches, les bonnes applications. Et là, ils ont un vrai monopole dessus. Derrière, toute cette valorisation, ça donne confiance aux investisseurs qui mettent de l'argent. Derrière, du coup, ça fait des capacités d'investissement en R&D, et donc ça fait des commandes. Et aujourd'hui, la crainte de Nvidia, c'est pas tellement la concurrence. Il la regarde du coin de l'œil, notamment via la Chine, mais c'est surtout de pouvoir répondre au carnet de commandes. Ça, c'est sa grande inquiétude. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'alternative. Les Intel, les Samsung, tout ça, n'y sont pas. Ils y sont, mais sur d'autres secteurs, même les Microsoft, même les Amazon ont leur propre puce ou les Google, mais ne sont pas sur ce secteur très précis des puces à haute capacité comme celle de Nvidia. Mais est-ce que la concurrence sérieuse arrivera à un moment donné? Jérôme, comment est-ce que vous regardez ça? Je poserai une question à Frédéric après. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul fabricant, c'est TSMC. C'est le seul à savoir fabriquer des 5 nanomètres, c'est-à-dire ces puces avec une concentration incroyable de transistors. Et derrière, à qui il va livrer? Donc la question, c'est effectivement de savoir les concevoir, savoir les fabriquer. Et effectivement, là-dessus, pour le moment, il n'y a pas grand monde. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Frédéric, la concurrence... Non, mais la concurrence, et puis vous savez, les composants, il y a leur capacité, leur performance et tout ça, mais aussi, plus c'est petit, on parle des 2 nanomètres aujourd'hui. Enfin, il faut voir, c'est même pas un cheveu, enfin, c'est encore plus petit qu'un cheveu. Et le 2 nanomètres, aujourd'hui, il y a qu'une seule entreprise qui sait les graver, c'est ASML, entreprise qui sait créer ses machines à gravure. Il n'y a qu'une seule entreprise qui, via ses machines, sait les fabriquer, c'est TSMC. Pour l'instant, ils maintiennent ça à Taïwan. On se doute un peu ce côté souverain et puis dire puisqu'ils sont toujours sous le regard des Chinois, donc le regard envieux des Chinois, ils se disent si on maintient cette technologie, ça c'est un peu notre assurance vie. Ça peut être un sujet des prochaines années. Par rapport aux États-Unis. Donc ils ont cette avance dans des puces de plus en plus petites. Ce qu'il faut savoir, c'est pour l'IA, on a besoin de ces puces, on va les mettre dans nos téléphones. Enfin, on a besoin
il y a un travail sur la miniaturisation. Après, on n'a pas besoin d'aller dans ce niveau de miniaturisation, des 14 nanomètres, des 20 nanomètres, c'est ce qu'on va avoir dans nos voitures, c'est ce qu'on va avoir dans notre maison connectée. Voilà. Et là, il y a d'autres acteurs. Mais c'est vrai que sur toute cette partie très pointue de supercalculateurs, il n'y a pas de secret. C'est Nvidia. Vous entendez, Jensen Huang a signé avec Mistral lors de Vivatech, avec les grands projecteurs, avec Emmanuel Macron. Mistral, ils vont chercher du Nvidia. Meta, quand ils veulent développer, avancer, ils vont chercher du Nvidia. Et c'est pareil pour tous. Oui, Jérôme, allez-y. Oui, l'étape d'après pour vous. Oui, non, mais là, je pense que cette valorisation à 4 milliards, c'est finalement l'infrastructure qui est regardée. C'est le pétrole et les pipelines du 21e siècle. C'est ça 4 000 milliards, Jérôme, oui, 4 000 milliards, attention. Pardon ? Vous avez dit 4 milliards, c'est 4 000 milliards, attention. 4 000 milliards, oui. Voilà, oui, on a un petit peu de mal, oui. Bien sûr. Allez-y. Voilà, mais donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on valorise, c'est l'infrastructure. C'est ce regard sur une infrastructure complètement nouvelle qui va définir le 21e siècle. Voilà pour Nvidia, donc, qui gravite un petit peu autour des 4 000 milliards. Oui, Frédéric, et juste un petit peu en dessous. Pourquoi Nvidia aussi a cette capitalisation ? C'est parce que il a montré très vite, Jensen Huang, qui a eu l'IA générative, il a dit on sera présent. La vague, c'est en ce moment la vague agentique, c'est-à-dire toutes ces applications autonomes qui n'ont plus forcément besoin de l'humain, qui vont aller calculer directement, enfin qui vont répondre toutes seules à des mails, qui vont, la vague agentique, c'est ça. Si vous avez un voyage à faire, vous allez dire voilà, je veux partir au soleil avec 2 enfants pendant 10 jours, et c'est ces agents qui vont se connecter directement vers des réservations d'hôtels, et qui vont proposer des choses. Eh bien, cette vague-là, c'est encore de Nvidia. Et derrière, on a l'IA robotique, parce qu'on voit tous ces robots arriver, alors qu'ils soient logiciels ou qu'ils soient matériels. On voit beaucoup de robots humanoïdes, mais tout un tas des bras robotisés. Et là encore, Nvidia va être hyper puissant parce que c'est des robots qui vont fonctionner presque comme des humains, et donc ils auront besoin de ces capacités. Ils sont déjà sur cette révolution dont on parle un petit peu moins, mais ils sont déjà là-dessus. Il est dans la troisième. Quand vous regardez ça, quand il a ses présentations, il dit l'IA traditionnelle, l'IA générative, la vague agentique, l'IA agentique et l'IA robotique, et l'IA physique. Et on y est déjà. Enfin, on y est déjà. Et ben voilà. On se projette en tout cas vers là. C'est demain, voilà. C'est l'échéance de quelques années, mais c'est demain. 3 980 milliards de dollars de capitalisation pour Nvidia. On est repassé un petit peu en dessous, mais on a bien franchi cette barre des 4 000, un petit quart d'heure, 20 minutes après l'ouverture de Wall Street. Je vous disais, beaucoup d'actu tech ce soir. On voulait aussi dire un mot, parce que ça a été confirmé par Mathieu Pechberti, qui nous a confirmé l'info de Bloomberg. Meta, qui rentre bien au capital d'Essilor-Luxottica, numéro 1 mondial de l'optique. Alors, petite participation de 3%, mais qui vaut 3 milliards d'euros quand même, mine de rien. Il faut le souligner. C'est pas une surprise, ça non plus, Jérôme, parce qu'on sait que les deux groupes étaient en discussion, collaborent déjà dans les lunettes connectées depuis un certain temps. Tout à fait. Il faut savoir que Ray-Ban est sous licence Essilor-Luxottica, effectivement, on a vu à Vivatech les lunettes qui étaient présentées. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a un partenariat qui date depuis pas mal de temps. Et effectivement, c'est une manière d'anticiper assez correctement ce qui va se passer, parce que c'est sans doute nos prochains écrans. Donc, ce n'est pas tout de suite, parce que le temps qu'effectivement, on arrive à avoir quelque chose sur nos écrans et non pas seulement des caméras et des écouteurs, il va se passer un petit peu de temps. Mais on se dirige vers une nouvelle ergonomie. Demain, on fera comme ça, on fera photo, et ça prendra une photo. Tout simplement. On pourra cliquer sur nos lunettes, et on verra derrière nos lunettes tout ce qu'on peut, à quoi on peut accéder. D'ailleurs, on le voit déjà, Apple annonce son iOS 26, et non pas 19, alors qu'ils sont à 18, mais 26 pour l'année 2026. Et il s'appelle Liquid Glass. Il est basé sur le nouveau design system d'Apple qui s'appelle Liquid Glass. Donc, il est totalement conçu pour fonctionner sur des lunettes. Et donc, on va commencer à avoir sur nos smartphones ce que nous verrons prochainement sur nos lunettes. Vraiment, on est dans la lignée de ce qui va se passer. Apple se positionne, c'est vrai qu'on le dit depuis un certain temps, les lunettes connectées à l'IA, Frédéric, c'est l'une des prochaines grandes tendances, évidemment. On se demande, vous savez, on cherche toujours le remplaçant, enfin ce qui pourrait compléter le smartphone, et la lunette semble être le moyen, alors à la fois d'un côté ludique. L'autre objet de démocratisation de l'IA pour vous dans les prochaines années. Exactement, parce que c'est un côté, vous avez vos lunettes, vous regardez un monument, vous avez posé des questions au monument, vous êtes sur votre vélo, vous allez parler à vos lunettes en disant, quel est mon prochain rendez-vous, quelle est l'adresse, indique-moi
dites-moi où je dois aller. Derrière, il y a l'audio qui va vous permettre de dialoguer avec cette IA, d'écouter de la musique ou de répondre à vos appels téléphoniques. Derrière, il y a beaucoup de choses qui vont être faites aussi au niveau des verres. Hein. EssilorLuxottica a racheté beaucoup de brevets autour des verres pour la réalité augmentée, pour projeter des choses sur les verres. Des verres aussi qui vont être capables, après on peut rentrer dans le domaine purement de la santé. EssilorLuxottica, c'est un acteur qui devient de plus en plus un acteur de la santé. C'est pas uniquement un acteur de l'optique et de l'audition. Donc voilà, on pourra avoir des capteurs. Ça correspond aux besoins de diversification des lunetiers aussi. Des capteurs qui vont aller voir dans le blanc des yeux si on n'a pas des soucis de diabète, de choses comme ça. Derrière des capteurs sur les branches qui vont voir notre influx nerveux pour voir si on n'est pas en train d'avoir un problème de santé. Enfin voilà, c'est tout ça qui va. Et puis les lunettes, vous savez, on a toujours cherché l'objet de santé qu'on allait avoir. Le bracelet, ça marche pas terrible. Un pendentif, c'est pas terrible. Une bague, oui, ça marche un peu. Là, les lunettes, on les met les lunettes de soleil, que ce soit et même si on porte pas de lunettes, si on sait que ça peut nous servir, on les portera. Je crois qu'on estime que quasiment entre un tiers et la moitié de la population mondiale est myope aujourd'hui, et donc va avoir besoin de lunettes et donc va pouvoir développer. Oui, allez-y Jérôme, allez-y. Oui. Moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un couple où ça va être montre et lunettes. Parce qu'on n'arrivera pas à tout mettre dans les lunettes, mais effectivement, arriver à avoir quelque chose qui peut avoir un peu plus de puissance. Voilà, donc j'ai l'impression, et c'est comme ça qu'en tous les cas, Apple le raconte. Vous y croyez au package, Frédéric, montre-lunettes ? Oui, on va vers là. Après, ce sera Apple croit beaucoup aussi avec ses AirPods. Ils ont mis beaucoup d'intelligence dans ces AirPods, donc ces écouteurs que l'on porte à l'oreille. Vous savez que les AirPods, si c'était juste une division, si c'était une entreprise à part entière, ce serait une des plus belles capitalisations mondiales aussi. Enfin, ce serait un des géants de la tech à part entière. Donc Apple mise beaucoup là-dessus, et on imagine que Facebook Meta qui a travaillé avec eux, ils ont racheté Oculus, ils ont travaillé sur des lunettes réalité augmentée. Bien, toutes ces technologies, ça va servir à un moment à des lunettes. Et là, c'est avec Ray-Ban, ils vont le faire avec Oakley, ils vont faire peut-être des lunettes plus médicales aussi derrière. Donc on est vraiment dans quelque chose, le début de quelque chose. Il nous reste 3 minutes, je voudrais qu'on parle d'Apple justement, Jérôme, parce que vous avez vu ça comme nous aujourd'hui. Grosse annonce, alors départ de quelqu'un qui s'appelle Jeff Williams, qui était chez Apple depuis 27 ans, c'est le directeur des opérations. Il s'en va. Alors pourquoi ça fait causer ? Parce que certains le présentaient carrément comme le possible successeur de Tim Cook. Et ça correspond à une phase où beaucoup de ceux qui ont occupé des postes clés à l'arrivée de Tim Cook sont en train de partir progressivement de chez Apple. Voilà. Qu'est-ce qui se passe chez Apple aujourd'hui pour vous ? Oui, je lisais un article dans The Verge qui disait que en fait, c'était un plan de succession préparé et que Jeff Williams partait à la retraite. Il est à 62 ans et il a décidé. Je pense qu'il a quelques actions et je pense qu'il voulait partir à la retraite, s'occuper de ses petits-enfants, tel que c'est décrit dans The Verge. Bon, donc il ne faut pas aller chercher plus loin. Frédéric, j'ai vu qu'il y avait un autre responsable, le responsable de l'IA chez Apple, s'appelle Ruoming Pang, qui était parti il y a quelques jours rejoindre Meta. Oui, qui est parti. Là, vous savez, c'est la grande. C'est la grande transhumance. La grande transhumance avec des salaires mirobolants. C'est le marché. Et quand je dis mirobolant, on parle en centaines de millions de dollars. C'est pas juste une nouvelle voiture ou quelques actions dans l'entreprise, c'est des centaines de millions de dollars. Et là, c'est un départ. Alors, c'est un départ quand même qu'il faut regarder. Alors oui, certainement qu'il a 62 ans. Il se dit maintenant la vie est courte quelque part, il faut que j'en profite. Tim Cook a 64 ans. On le considérait quand même comme le successeur désigné de Tim Cook. C'est un profil qui ressemble trop à Tim Cook aujourd'hui. Ça aurait été très bien s'il n'y avait pas eu toute cette transformation. Là, il y a trop de transformations aujourd'hui autour de l'IA, autour des lunettes connectées, autour Alors Apple continue à très bien marcher, mais là, je pense que Apple a besoin quelqu'un un peu de différent, comme Tim Cook avait su passer la main à son patron de la supply chain à l'époque, comme Steve Jobs a su passer le flambeau à Tim Cook, qui était le patron de la supply chain, qui était quelqu'un de différent, mais qui avait toujours la même équipe. Mais là, on est en train d'assister à quelque chose chez Apple, parce qu'on a beaucoup de départs des anciens. Il manque. Oui, Jérôme, allez-y. Il manque Jonathan Ives quand même, parce que c'est sûr que le duo Steve Jobs-Jonathan Ives, c'était là où était l'innovation, la création. Mais là, il faut rebondir sur l'IA, ça reste le sujet du moment, évidemment. Qui s'est justement associé avec Sam Altman pour sortir.
Bah un oui. device un jour avec de l'IA. Qu'est-ce que alors ça ne sera donc pas Jeff Williams qui succédera à Tim Cook. Qu'est-ce que ça dit? On sait qu'on est à une époque où il y a beaucoup de questions sur la capacité d'Apple à soutenir le rythme de l'IA, à innover. Il y a du retard, Jérôme. Qu'est-ce que ça veut dire finalement cette séquence? Ils ont comme tout le monde énormément de mal à recruter. Hein. Oui. Quand on voit que Meta est prêt à mettre des millions, des dizaines, des centaines de millions sur la table pour recruter les bons chez OpenAI, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, sur le marché, on a du mal à recruter les bons. Oui. Frédéric, retard sur l'IA d'Apple aujourd'hui. Le retard sur l'IA, oui. Puis on voit Apple, alors tâtonne pas parce qu'ils ont quand même des choix stratégiques, mais enfin on voit est-ce qu'ils vont racheter Perplexity, est-ce qu'ils vont intégrer ChatGPT. On s'attendait à une version de Siri qui allait arriver, une nouvelle version de Siri qui allait arriver beaucoup plus tôt. Elle n'est toujours pas là. On dit qu'il pourrait intégrer OpenAI et Anthropic pour muscler Siri. Et celui qui devait travailler qui travaillait sur cette version de Siri, c'est Ruming Pang. Eh bien, il vient de quitter pour aller chez OpenAI. Et puis on sait que Apple paye un peu moins que les autres, hein. Donc Ruming Pang qui s'en va, c'est peut-être d'autres talents qui vont le suivre et aller chez OpenAI. Donc oui, Apple est vraiment alors. Encore une fois, ça marche très bien. Ils continuent à vendre des iPhones, ils continuent à vendre des Macs, ils continuent à vendre du service autour de iTunes, autour des apps, autour de ces écouteurs, etc. Mais bon, il y a eu l'échec du Vision Pro. Oui. Voilà, il y a des petits signaux faibles où on se dit attention, ne devenons pas qu'un vendeur d'iPhone, quoi. Oui. Voilà donc pour cette grosse actu tech ce soir pléthorique. Il se passe des choses du côté des Sealers, il se passe des choses du côté d'NVIDIA, il se passe des choses du côté d'Apple. Frédéric, on parle de tout ça dans Tech & Co, bien sûr, ce soir à 20h. Oui, en long, en large, voilà, pendant 1h30. Et on reviendra aussi sur toute l'actualité autour de Samsung, parce que c'est la grande annonce Samsung et François Sorel va y revenir entre 21h et 21h30 pour parler vraiment de toutes ces innovations. C'est à partir de 20h Tech & Co. Merci beaucoup Frédéric Simotel, merci de passer. Jérôme Valute, merci Jérôme, à très vite. Je rappelle, enseignant à Sciences Po, associé du cabinet Cassiopée. Merci Jérôme d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business.